Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vidéo du coup pour mon avis lecture du mois d'avril. Une fois n'est pas coutume, c'est le 3e mois que je vous retrouve pour faire cet avis lecture de façon suivie, on va dire, à travers le mois. Et de chaque lecture que je vais terminer, je vous reprendrai du coup à chaque fois que je terminerai une lecture pour vous faire mon avis à chaud. Ce qui sera aussi beaucoup plus simple pour moi pour pouvoir l'argumenter, pour pouvoir vous en parler plutôt que de le faire en fin de mois où je ne me souviens des fois plus trop des lectures que j'ai eues en début du même mois. Donc bon, pour contrecarrer ma mémoire de Dory, j'ai décidé de passer à ce format-là qui a l'air de plutôt vous plaire. Donc on continue. Et c'est donc aujourd'hui, lundi 7 avril, que je vous retrouve pour vous parler de ma première lecture terminée pour le mois d'avril, qui n'est d'autre que Elle et le feu, écrit par Alice Doublié et publié aux éditions Hachette Roman. Il s'agit ici d'un service de presse que j'ai reçu au moment de la sortie de ce bouquin-là, qui était il y a presque un an, je crois. Je crois que c'est mai 2024. Oupsie. Mais en vrai, je suis quand même très contente d'avoir pris le temps de me lancer dedans et d'avoir attendu le moment où vraiment il me faisait envie, puisque ça a été une super lecture. Donc je suis trop contente vraiment de ne pas l'avoir lu parce qu'il fallait que je le lise à tel ou tel moment. Et en général, quand on fait ça, quand on est un petit peu obligé de lire tel ou tel livre à tel moment parce que X ou Y raison, on n'apprécie pas forcément parce que... En tout cas, c'est mon ressenti, j'apprécie pas forcément mes lectures quand elles sont un peu sous le coup de la pression parce que je suis pressée ou parce que je le dois et pas forcément parce que j'ai envie. Et là, je suis très contente de m'être écoutée et de l'avoir lu quand j'en avais envie parce que, comme je vous dis, j'ai beaucoup aimé. On est ici dans un univers de fantasy où on est dans un royaume, enfin, je sais pas comment... dans un monde. On nous parle d'un monde qui est divisé... oui, c'est le monde. Dans un monde qui est divisé en régions, dont vous avez la carte ici dans le rabat, donc ça c'est très cool. Et du coup dans cet univers là, on va suivre 3 jeunes femmes, 3 points de vue, donc 3 points de vue de 3 jeunes femmes, je viens de le dire, mais dans un ordre différent, ça n'a rien à voir. Du coup qui proviennent chacune d'un royaume différent de ce monde là, mais qui vont toutes se retrouver à être réunies à un moment ou à un autre dans le royaume, on va dire un peu principal de ce monde là, comme une sorte de capitale finalement, puisque le prince du royaume fête ses 20 ans et va donc chercher à se marier. Et donc toutes les princesses des autres royaumes sont amenées et invitées à l'anniversaire / recherche de prétendante du prince pour essayer de devenir la prochaine princesse de, comme je vous dis, ce royaume principal / capitale, bref, la princesse number 1, tu vois. Et on va suivre le point de vue de 3 de ces jeunes princesses. Tout d'abord, nous avons le point de vue d'Alia, qui vient du royaume du sud. Il est où? De Ramil, qui est là, qui est le royaume du désert. Elle vient de là-bas, donc elle est dans un royaume où elle vit relativement libre. Elle a un frère jumeau qui est donc, lui, l'héritier de son royaume. Donc elle est vouée à être princesse, mais ne pas avoir de pouvoir. Donc ça serait tout à son avantage de se marier. Cependant, on comprendra très vite qu'elle n'a pas grand intérêt à se marier au prince, puisqu'elle a un secret qu'elle doit absolument garder, qu'il ne faut absolument pas que le prince découvre. Et le fait de se marier avec lui, ça l'aiderait pas trop dans cet objectif-là. Donc son but, c'est d'aller aux festivités, hop, c'est la fiesta, de pas se faire trop remarquer pour pouvoir rentrer dans son royaume près du désert et d'être tranquille, de pouvoir garder son secret auprès de sa famille qui le connaît, mais comme ça, au moins, elle est pas inquiétée. Ensuite, on suit notre jeune Effia, elle qui vient du royaume de Mimea, qui est jusqu'ici. Alors... Effia, elle est très effacée, très timide, très réservée. Elle se sent inférieure, elle a un vrai complexe d'infériorité, surtout par rapport à sa mère qui est un petit peu la reine modèle, qui est adorée de son peuple, et Effia, elle se sent toute nulle à côté. Donc elle aimerait bien justement prouver un petit peu, dans un sens, se prouver et prouver qu'elle vaut la peine, qu'elle peut devenir la princesse principale, comme je vous disais, la princesse number 1. En même temps, elle ose pas, elle est très timide, elle est très réservée comme je vous dis, donc c'est un petit peu compliqué de se mettre en avant pour que le prince la remarque, sachant que c'est pas elle qui va l'aider. Donc on a l'impression qu'elle est un petit peu toute gnangnan. Je vais pas vous mentir, c'est un peu le ressenti que j'avais d'elle au début, qu'elle était toute gnangnan, sauf que son destin va très vite être amené à changer, pour le bien, pour le mal. À vous de juger en faisant cette lecture. Et enfin la dernière, c'est Sibylle, notre dernière ici, qui elle vient du royaume des Régnantes, le petit royaume enclavé ici. Et elle s'en fout complètement, vraiment, que le prince la choisisse. De toute façon, elle sait que le prince ne peut pas la choisir, puisque dans son royaume, ce sont les femmes qui héritent du pouvoir, qui héritent du trône. Ça se passe de génération en génération, mais par les femmes et non pas par les hommes. On est donc sur un rénome. Et donc elle sait qu'une fois que sa grand-mère mourra, elle n'a plus de parents, elle n'a donc plus sa mère. Elle sait que le pouvoir est voué à lui revenir. Donc
elle a aucun intérêt, et le prince de toute façon on comprend qu'il en a aucun intérêt non plus de s'épouser mutuellement. Et donc elle y va parce que par contre elle a 2 jeunes sœurs et surtout une qu'elle voudrait voir épouser le prince parce que bah ça serait quand même un avantage géopolitique. Mais elle, concrètement, elle en a rien à foutre du prince. Elle a d'autres problèmes, elle a d'autres objectifs et elle a peut-être aussi d'autres intérêts émotionnels, dirons-nous, qui vont se glisser là-dedans. Et donc on va suivre ces 3 protagonistes qui, comme vous voyez, elles ont chacune leur objectif ou pas par rapport à ce prince ou par rapport à d'autres choses. Mais je vous le dis tout de suite, rien ne va se passer comme prévu pour aucune des 3. Aucune. Elles vont toutes voir vraiment leur destin changer dans cette capitale / royaume principal de Primis. Et tout va se retrouver catapulté. Et c'était beaucoup trop chouette. J'ai adoré. On alterne du coup les 3 points de vue. Alors il y en a qu'on suit plus que d'autres. On suit quand même principalement Alia, notre première qui vient du royaume du désert. Comme je vous dis, qui a un secret qu'elle veut absolument garder, qu'elle veut absolument pas que les autres découvrent. Secret que je vais pas vous révéler, mais qu'on nous présente très rapidement dans le bouquin. De toute façon, il n'y a pas grand secret sur son secret. Quoi que ça veuille dire. Mais c'était très très chouette, j'ai adoré les personnages. J'avoue que j'ai eu plus de mal avec le personnage de Effia, mais je pense que c'est aussi comme ça que l'autrice, enfin j'espère, que c'est comme ça que l'autrice l'a voulu aussi, que ce soit un personnage qui soit beaucoup plus nuancé, moins le genre de personnage qu'on a envie d'aimer, mais qui a... Je dirais même pas qu'elle est morale Y, c'est juste que la vie fait que. Vraiment, c'est le genre de personnage où la vie fait que c'est compliqué. Ensuite... Les autres personnages, on les aime pas. Mais en vrai, on a tellement de personnages, puisque chacune de nos princesses vont avoir des personnages qui vont tourner autour d'elles. Ensuite, du coup, vu qu'elles vont très vite se rencontrer toutes les 3, on va avoir tout ce panel de personnages qui vont aussi interagir les uns avec les autres. On va en découvrir plein d'autres aussi, qu'on ne voit pas dès le début, ou qu'on aperçoit au début. Bref, c'était vraiment très très cool. On est sur un univers, je trouve, qui a une sacrée envergure, que l'autrice a bien bossé. On est sur une bonne fantaisie. Et je vous avoue qu'à plusieurs moments, pendant que je lisais, ça me faisait un petit peu écho à ACOTAR. Alors, ACOTAR, je n'ai lu que le tome 1, donc je me base sur mes souvenirs de lecture du tome 1 seulement dans la saga. Je n'ai pas lu la suite. Donc, mes souvenirs, en plus, ACOTAR, j'ai dû le lire il y a 3 ans et demi, peut-être. Donc bon, c'est peut-être pas à prendre pour argent comptant quand je vous dis ça, mais c'était mon ressenti de lecture. Et pour moi, on est sur une très très bonne fantaisie ici, sachant que c'est un tome 1 d'une duologie. Donc en soi, la moitié du boulot est fait. Et je trouve que l'autrice arrive, parce que le livre est pas immense non plus, on est sur du 470 pages. En 470 pages, à nous dépeindre un superbe univers qui est hyper intéressant, où elle arrive aussi à nous présenter quand même plusieurs royaumes qui ont chacun des codes, des mentalités, des cultures, des traditions qui sont très propres à chacun. Et elle le fait hyper bien, c'est jamais lourd, c'est toujours bien amené, vraiment... C'était un super bon livre et je comprends pas, parce que j'ai pas l'impression qu'on n'en ait pas plus entendu parler, ou même encore maintenant que ça soit pas plus cité quand on a envie de faire des recommandations de bonne fantasy, parce que pour moi, clairement, c'est le cas. C'était vraiment une très chouette lecture. Je regrette de pas avoir eu plus de temps à lui consacrer pendant que une fois que je l'avais commencé, puisque j'ai pas été hyper disponible ces dernières semaines et j'aurais voulu vraiment plus me consacrer à cette lecture une fois que je l'avais commencé, mais je suis clairement contente de l'avoir découvert et je regrette de ne pas avoir demandé la suite à la maison d'édition quand elle était sortie, mais à l'époque je m'étais dit non mais Marie t'as pas lu le tome 1, s'il te plaît pas, bah tu te retrouves avec le tome 1 et le tome 2 sur les bras, mais qu'est-ce que tu en fais? Et maintenant je suis en mode oui mais j'aimerais bien la suite quand même parce que c'est pas facile là quand même ce qui se passe. En plus j'ai adoré un personnage vraiment, je ne vais pas vous parler de ce personnage parce qu'il apparaît pas tout de suite, mais je l'ai trouvé si poupi, un green flag ambulant. Je t'aime déjà, tu n'existes pas mais je t'aime. Un green flag ambulant vraiment, je vous jure, il est génial. Et bref, c'était très très cool. J'ai adoré suivre ces personnages, j'ai très hâte de les retrouver pour voir ce qui va advenir d'elles et puis des autres aussi qui sont autour d'elles. Vraiment une pluralité de personnages, un univers très bien construit, une plume hyper fluide qui, bien qu'elle soit fluide, quand même arrive à entrer dans des... Vraiment nous proposer un lore hyper bien construit. Donc bref, c'était très très cool. Je vous conseille fortement de lire Elle et le feu parce que c'est hyper abordable. Que vous soyez habitué à de la fantasy ou pas, je pense vraiment que vous pourrez y trouver votre compte. Et en plus, on est sur une plume française, donc que demande le peuple? Vraiment, je vous encourage très grandement à découvrir Elle et le feu. C'était hyper chouette. Enfin, pour terminer, sur un côté plus anecdotique, parce qu'en soi, c'est pas important, mais moi, ça me fait plaisir. La beauté du livre aide aussi. Comme je vous dis, on va alterner les points de vue, vous voyez. Donc là, chapitre 1, on est sur Alia de Ramil. Et vous voyez, au-dessus, vous avez l'icône d'un demi-soleil, qui est l'icône qu'on retrouve ici. Alors, je sais pas du tout ce que je vous montre. Qui est l'icône qu'on retrouve ici, parce qu'elle vient de Ramil. Et donc, le logo de Ramil, ici, dans cette carte, c'est le fameux demi-soleil qu'on retrouve donc en haut de sa... en en-tête de chapitre, mais qu'on retrouve aussi au niveau de la pagination.
Au niveau de la pagination, vous avez du coup le logo qui correspond au royaume auquel se rapporte le personnage que l'on suit, sachant que va peut-être y avoir des changements d'allégeance ou d'appartenance de nos personnages d'un royaume à l'autre courant du bouquin. Et donc, ces logos de pagination et d'entête de chapitre vont aussi être amenés à changer. Et c'est bête, ça sert à rien. Mais je trouvais ça hyper cool parce que ça veut dire que pendant un chapitre, si je sais pas, toi t'es du style à savoir t'arrêter, faire une coupure de lecture en plein milieu d'un chapitre et tu vas reprendre peut-être ton livre que le lendemain. Et bien plutôt que de te dire alors attends, je suis dans le chapitre de quel point de vue, parce que vu qu'on change de point de vue, tu peux peut-être ne plus te souvenir de quel point de vue, dans quel point de vue tu étais. Et bien il suffit juste de regarder la pagination et tu fais ah, c'est le logo de tel royaume, donc ça veut dire que je suis un tel. En vrai, si, c'est un petit côté pratique quand même. Bref, c'était très très cool aussi. Et on est sur un bel objet livre. Hein. Vraiment, je vous remonte les rabats. Hop, avec la carte. Bon, de l'autre côté, c'est un rabat avec une phrase et la pub pour le tome 2. Bon, le tome 2, il ressemble à ça. Voilà, c'est Elle et la cendre. Mais l'objet livre, en plus, tout en doré. Bref, il est très très cool. Il est proposé au prix de 20 € et je trouve franchement que il les mérite. Franchement, je trouve qu'il mérite, ouais, c'est le prix qu'il vaut pour moi. Et encore une fois, je vous encourage vraiment à le découvrir, c'était trop cool. Et je vous retrouve, nous sommes lundi 14 avril 2025, j'avais failli dire 2024. 2025, il doit être pas loin de 18 h, je dirais, je sais pas exactement. Mais du coup, je vous retrouve pour vous parler du deuxième livre que j'ai terminé ce mois-ci, oui. Le 14, toujours dans les temps pour avancer dans ces lectures. Non, vraiment, je suis très à la bourre dans mes lectures. Mais j'ai donc terminé à chaque fois j'ai envie de dire Les Cités de Poussière, écrit par Nell Pfeiffer et c'est publié aux éditions Hachette Roman. Il s'agit ici d'un service de presse que je remercie beaucoup d'avoir reçu donc de la part d'Hachette Roman. Et ça a été une super chouette lecture. C'était une trop bonne lecture, franchement. Je vais vous en parler un petit peu plus, évidemment, c'est le but ici. Mais je m'attendais pas à grand chose parce que j'avais bien aimé L'Engrange-Temps, donc la saga précédente de l'autrice. Ici, c'est un one-shot. Mais j'avais bien aimé la saga précédente de l'autrice, L'Engrange-Temps. C'était donc une duologie. J'avais lu le tome 1 au moment de sa sortie, il y a peut-être 2 ans maintenant, que j'avais trouvé sympa. Ça m'avait pas forcément convaincue totalement, dans le sens où je trouvais que c'était assez en surface sur pas mal de choses, et on sentait que c'était young adulte, vraiment jeunesse. Enfin, vous voyez, sur la première partie de la cible young adulte. Et il y avait sur certains moments, je trouvais que c'était pas assez approfondi. Donc j'avais bien aimé, j'étais curieuse de connaître la suite parce que j'avais bien aimé l'univers, mais j'étais pas non plus en attente comme ça du tome 2. J'ai quand même lu le tome 2, du coup il y a pas si longtemps que ça que je vous en ai parlé du tome 2. J'avais vraiment pour le coup beaucoup plus apprécié que le tome 1, je trouvais que l'autrice était allée plus loin dans ses réflexions, avait un peu plus approfondi son univers, avait proposé des choses très chouettes. La fin, il y avait certes un petit truc que j'avais trouvé quand même... C'était facile, il y avait une facilité à un moment pour moi. Mais ça avait remonté un petit peu mon avis de cette saga. Donc du coup, c'est curieuse et avec pas mal d'envie quand même que je voulais découvrir le prochain de l'autrice, donc celui-ci, enfin le dernier de l'autrice. Donc celui-ci, sachant que c'est un one-shot en plus, donc là... je voyais directement si ça le faisait, si je trouvais que la cible était bonne parce qu'on est encore sur du young adulte, si je trouvais que c'était du young adulte qui pouvait me convenir, ou encore une fois si je trouvais que c'était du young adulte qui allait être possiblement trop jeune. Et ça a été nickel chrome, et au contraire je trouve même qu'il est meilleur que le deuxième tome de L'Engrange-Temps, donc meilleur que la duologie de L'Engrange-Temps, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord je vais vous remettre en contexte, vous dire de quoi qu'on cause ici. Ici on va suivre notre jeune Delia, qui est une jeune érudite puisqu'on est dans un monde futuriste, on est sur notre Terre mais... dans le futur, donc c'est un peu de la SF finalement dans ce sens-là, de la SF fantastique, comme j'aime le dire. On retrouve du coup notre jeune Delia qui est une érudite et donc qui vit dans la cité du savoir. Les cités, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la façon dont l'humanité a été obligée de s'organiser maintenant puisque la Terre est devenue complètement aride. Vraiment les 90% de la Terre, même plus, est inhabitable. On est sur un désert où on ne peut pas survivre, dans lequel on ne peut pas survivre, il fait beaucoup trop chaud, il n'y a pas un pet d'eau. La Terre, vraiment le réchauffement climatique, plus. Du coup l'humanité s'est organisée en cités, donc en 4 cités qui sont sous des dômes et dans lesquels du coup on peut vivre, on est coupé de cette aridité qu'il y a à l'extérieur, on peut respirer, il y a de la verdure, on peut vivre en fait, on peut survivre. Et donc Delia, elle est dans la cité de savoir où elle est érudite, donc elle a le don en tant qu'érudite de... lire un livre en vitesse express. C'est-à-dire que quand elle touche un livre, elle rentre premier degré dans le livre, dans l'histoire, et elle peut la lire hyper vite. Et donc comme ça, elle a une facilité d'apprentissage, de connaissances
ultime, enfin genre je rêverais un peu d'avoir ça. On a aussi la cité matérielle où là on va avoir les façonneurs, donc c'est des personnes qui ont le don de pouvoir réparer, construire, transformer tous les objets. Donc ça c'est quand même pas mal pratique, c'est le meilleur plombier du coin. On a la cité des arts où là on a les virtuoses qui vivent et du coup les virtuoses ils ont le don de donner vie à leur art. Donc les peintres peuvent donner vie à leur peinture, on peut interagir, on peut rentrer dans les peintures, des choses peuvent en sortir. Pareil pour la musique, on peut matérialiser sa musique, de la sculpture, que sais-je, bref l'art peut être rendu vivant. Et on finit par notre capitale Padiatis dans laquelle vivent les mémoriaux. Les mémoriaux c'est ceux qui ont le don le plus impressionnant je trouve, et le plus admirable, mais aussi le plus flippant, puisqu'ils ont la faculté de jouer sur les souvenirs, sur la mémoire, c'est-à-dire que le simple fait qu'ils touchent avec leurs doigts la tempe de quelqu'un d'autre, ils peuvent créer des souvenirs, en enlever, les modifier. Ça fait un peu flipper quand même. Sachant que les souvenirs en plus peuvent être une monnaie d'échange et permettre de créer ce qu'on appelle ici l'élixir de jouvence, puisqu'on est dans un monde où cet élixir permet de rajeunir, de guérir. Donc on a des personnes qui ont plusieurs centaines d'années et qui en paraissent toujours d'en avoir 20, puisqu'elles ingurgitent, elles boivent, elles se font piquer. Tu te fais piquer. Cette fameuse élixir qui permet de rajeunir et de guérir. Donc en fait ça te permet, c'est la pierre philosophale mais en version liquide. Yes I. Et du coup on va suivre notre jeune Delia, comme je vous disais, je vous ai porté le décor, maintenant on revient sur Delia érudite, qui elle a pour objectif de devenir conservatrice dans la cité de savoir, dans la bibliothèque principale. Et donc pour ce faire, pour finir son apprentissage et confirmer son année, elle doit partir en exploration. Et son exploration a pour but, pour elle, de récupérer des artefacts qui sont empreints de poussière, puisque c'est à partir aussi de cette poussière, et surtout à partir de cette poussière, qu'on peut survivre. Elle a des facultés magiques, elle est magique cette poussière, puisqu'on arrive à la transformer pour faire en sorte que les dômes dans lesquels se trouvent les cités soient vivables, et à partir aussi de cette poussière, on peut faire cet élixir. C'est d'ailleurs ce système principalement qui est utilisé pour faire l'élixir plutôt que les souvenirs, c'est surtout la poussière. Donc elle a pour but d'aller récupérer des livres aussi pour agrémenter la bibliothèque et aussi des artefacts qui sont empreints de poussière. Sauf que durant cette expédition dans laquelle elle est obligée d'aller pour finaliser son année, il va se passer un petit quelque chose, un petit gros quelque chose, et elle va se retrouver catapultée et obligée de participer à une quête pour un dessin qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ce à quoi elle pouvait s'imaginer, et elle va rencontrer de nouvelles personnes, et elle va surtout être confrontée à beaucoup de choses et se rendre compte que le monde tel qu'elle pensait qu'il existait n'est peut-être pas le cas, et qu'on a peut-être menti sur pas mal de choses dans cet univers. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà dit bien assez. En tout cas, vous voyez que c'est quand même... Je trouve que l'idée est hyper chouette. C'est très creusé, il y a beaucoup de choses. On est du coup sur ce futur qui va, comme je vous disais, parler d'écologie, puisque on est sur cette terre qui est devenue complètement aride. Donc on sent que vraiment l'écologie est un sujet central, sans être trop central, enfin c'est central parce qu'on sait qu'il est là, on sait que ça existe, mais je trouve que l'autrice a fait le bon choix de ne pas trop appuyer dessus pour que ça soit moralisateur, le fait de, vous voyez, la Terre c'est comme ça qu'elle va devenir. Enfin jamais j'ai eu cette impression de ok je me sens un peu toute nulle, il faut vraiment que je fasse attention à absolument tout. C'est bien fait, et on va aussi avoir une grosse part de féminisme. Je ne vais pas vous dire comment c'est amené ici et surtout pourquoi c'est amené ici, mais en tout cas c'est très fortement représenté. Au début, on l'a de façon subtile, on va dire qu'on le comprend, que l'autrice s'en cache pas, mais c'est pas non plus ce qui est mis sur le devant du tableau, c'est là, elle le pose, mais c'est pas mis sur le devant du tableau, et par la suite, vers les 150-100 dernières pages, là, ça sera beaucoup plus mis en avant. Je ne sais plus qui sur Twitch m'a dit qu'elle avait trouvé que c'était un poil trop mis en avant et que ça l'avait un petit peu sorti de sa lecture. Moi, ça n'a pas du tout été le cas parce que c'est un sujet... Enfin, je sais pas, c'est un sujet pour moi qui est hyper important. Et donc, j'ai trouvé ça cool que l'autrice le mette autant en avant et que... Je trouve qu'elle le met bien en avant, surtout qu'elle a le bon discours dessus. Donc, pour moi, il m'a pas sorti de ma lecture. Au contraire, j'étais en mode « Yes, go girl !» Donc, ça m'allait. Mais je peux comprendre que ça puisse être le cas pour vous. À vous de vous faire votre avis sur ça au moment de votre lecture. Mais c'est surtout que j'ai trouvé, ouais, comme je vous dis, l'univers hyper chouette, hyper approfondi. Il y a des sujets hyper importants qui sont faits. Le personnage de Delia, je l'ai trouvé trop cool. On va côtoyer d'autres personnages, on va rencontrer pas mal de personnages. Il y en a un qui est censé être le love interest. Et... je sais pas, j'arrive pas à l'apprécier ce garçon. J'arrive pas du tout à l'apprécier parce qu'il a beaucoup de choses à se reprocher. Vraiment,
il a fait des conneries, il a refait des conneries, et il a un peu fait de conneries par-dessus ses conneries, et j'ai du mal à oublier. Mais je pense que c'est parce que je suis comme ça dans la vraie vie, j'ai du mal à pardonner les gens. Et là, je trouve que Delia, elle a une facilité un petit peu, enfin une facilité, non, en plus pas du tout, hein, mais de mon point de vue, c'est, oh, ah ouais? Oh non, moi non, hein. Mais du coup, je peux comprendre que c'est un personnage qui puisse être appréciable. Pour moi, c'est un personnage moraligré. C'est vraiment, il a des torts très importants, mais ça n'en fait pas non plus quelqu'un de détestable, mais il a des torts quand même super importants, donc hey. Heureusement à côté, heureusement pour moi du coup, on va quand même découvrir à côté d'autres personnages qui se dévoilent au fur et à mesure. Vraiment, on va découvrir au fur et à mesure de notre lecture l'ampleur de tout l'univers, de tout ce que l'autrice, enfin tout ce à quoi l'autrice a pensé. Et j'ai beaucoup aimé la fin, du coup je l'ai terminée ce midi, et j'ai beaucoup aimé la fin, elle m'a archi satisfaite, et je suis très contente, ça a été vraiment une très très chouette lecture. Pour moi c'est le meilleur que l'autrice ait écrit, et que j'ai lu d'elle en tout cas, donc sur les 3 qu'elle a écrits, c'est son meilleur, et je suis très très contente d'avoir pu le découvrir, je vous encourage grandement à le faire. Si d'autant plus vous avez aimé L'Engrange-Temps, pour moi, vous allez encore plus apprécier celui-ci parce qu'on y retrouve aussi certaines thématiques. On a aussi une thématique du temps qui est pas mal importante sur surtout le passé. Ce qu'on peut tirer du passé, en quoi le passé joue sur notre présent, qui est une thématique quand même qu'on retrouvait beaucoup dans L'Engrange-Temps, enfin c'était limite la thématique principale. Là aussi on l'a, pas aussi importante, mais quand même elle est là. Et je vous encourage grandement à le découvrir si vous savez que vous aimez la plume de l'autrice, ou si avec ce que je vous ai dit ça vous a donné envie, franchement vous pouvez y aller, ça a été une super chouette lecture pour moi. Et je vous reprends, nous sommes jeudi 18 avril 17 avril. Nous sommes jeudi 17 avril et j'ai terminé hier un nouveau roman. Il s'agit de La Passerelle des damnés. C'est écrit par Charlotte Bousquet, Christine Ferré-Fleury et Fabien Fernandez, publié aux éditions Milan. Il s'agit ici d'un service de presse. Je remercie beaucoup la maison d'édition pour cet envoi. Et donc, ça me permet de terminer un nouveau CSP de leur part. Sachant que j'ai un petit peu de retard chez Bayard Milan, ça me permet d'avancer un petit peu tout ça. Donc ça, c'est très cool. C'est pas un livre de saison, puisque peut-être comme vous le comprenez avec la couverture ou même avec le titre, c'est un roman ici très horrifique. On est sur de l'horrifique adolescent, mais de l'horrifique quand même, donc plutôt un roman que je conseillerais si vous vous êtes intéressé. Je vais vous expliquer par la suite, vous faire mon petit pitch pour vous donner mon avis, mais si vous êtes intéressé par de l'horrifique, vraiment plus celui-ci, je vous le conseille très fortement pour Halloween, puisque l'action se déroule en plus pendant la soirée d'Halloween, donc... Vraiment, tout était noté pour le lire pour Halloween. Et non, je l'ai lu en avril. Yay. J'ai pas tout compris. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en est ici? Le résumé va être plutôt rapide parce que le roman est pas très long, hein, il fait 260 pages et j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails et de vous laisser découvrir aussi ce qui peut s'y passer. En tout cas, quoi qu'il en est, ici nous sommes du coup en France sur, comme je vous disais, la soirée d'Halloween et on va suivre 3 personnages, on va alterner les points de vue, donc déjà ça moi j'adore. Bref, on va alterner les points de vue entre 3 jeunes personnes qui vont de, je crois que la plus jeune a une 15-16 ans, quelque chose comme ça, à un début de vingtaine pour le plus vieux. Donc 3 jeunes gens, vous voyez, dont on va suivre les 3 points de vue, et qui vont se retrouver la même soirée sur une aire d'autoroute, parce qu'ils faisaient du chemin, ils se sont retrouvés à s'arrêter sur cette aire d'autoroute, ils se connaissent pas du tout, et ils vont se retrouver bloqués sur cette aire d'autoroute, puisqu'on va avoir une énorme chute de neige, vraiment, les routes deviennent impraticables, donc pas possible de reprendre la route, l'autoroute est vraiment impraticable. Ils vont se retrouver donc bloqués sur cette aire d'autoroute, d'autant plus que l'électricité va complètement disjoncter. Plus d'électricité dans vous savez, l'aire d'autoroute, la petite supérette, et il y a peut-être un petit restaurant qui est sur place. Il n'y a plus d'électricité, donc c'est la merde, donc on est bloqué là, il n'y a plus de réseau non plus, il n'y a plus d'électricité, on peut pas partir, déjà l'ambiance est posée, et nos 3 personnages vont se retrouver au fur et à mesure à sortir justement de cette aire d'autoroute, enfin ce sort de petite supérette de l'aire d'autoroute qu'il y a, pour aller dans un autre bâtiment qui est un petit peu plus loin, mais qui est lui abandonné, et qui n'a pas l'air d'être hyper accueillant. Voilà. Et donc toute cette histoire va se passer justement sur ces 3 jeunes gens qui vont apprendre à se connaître un peu malgré bon gré et qui vont devoir faire face à certaines petites choses, ma foi, qu'on n'avait pas envie de vivre. En tout cas, moi je suis contente de ne pas être un personnage de ce livre-là, et je suis contente que le plus gros de mes problèmes actuellement, c'est que Uta ronfle trop fort. Voilà. Ça va ?
Très bien. Donc ici, vous voyez, on va être sur une ambiance très glauque, dans un huis clos. On va suivre ces 3 personnages, en plus avec des chapitres très courts, ce qui fait qu'on avance pas un petit peu, mais pas beaucoup pour chaque personnage. Et à chaque fois, on les laisse en plan sur des moments qui sont plus ou moins agréables. Et bim, on change de point de vue, tu te dis, attends. Mais lui, il est dans une merde pas possible. Non mais je m'en fous de elle, en fait, revenez sur lui parce que lui c'est la merde. Donc ça fait que t'as encore plus envie de continuer. Donc c'est hyper page-turner, c'est hyper prenant. Limite, je regrette presque de ne pas l'avoir lu un soir, en pleine nuit, avec juste une petite lumière, une petite bougie, et de me le bouffer dans la soirée, parce qu'il se lit hyper vite. Hein. Là, pour le coup, il se lit hyper vite. Mais de ne pas l'avoir bouffé avec, comme ça, dans une ambiance vraiment où je me retrouve un petit peu toute seule, et limite, chaque petit bruit extérieur ou intérieur à mon appart, mais j'espère qu'il n'y en a pas trop, aurait pu me faire sursauter, parce que vraiment, ça se veut hyper horrifique. Alors justement, je rebondis sur ça. C'est très flippant. C'est un roman... Alors, j'ai le communiqué de presse et on nous préconise à partir de quel âge? Je crois que c'est 13 ans. 15 ans. Ouais, bah je pense que c'est bien. 15 ans. Plus jeune, c'est... Vraiment, il y a des descriptions de choses pas chouettes, dégueulasses. Il y a du gore. Il y a du description de ça. Pas poussé non plus. C'est pour ça qu'à partir de 15 ans, je pense que ça fait le taf. Mais qui peuvent être traumatisantes pour des plus jeunes. Par exemple, je pense que Chair de poule, c'est bien pour si vous voulez avoir vos premiers frissons. Vous savez que vous êtes sensible et vous avez envie d'un petit peu vous faire frissonner. Chair de poule, ça fait le taf. Ou vous connaissez, vous avez vous-même un enfant qui commence à vouloir un petit peu se faire frissonner, mais qui a une dizaine d'années. Chair de poule, il n'y aura pas de souci, hein. Je pense que on a tous connu, lu, vu du Chair de poule à un moment et on n'est pas sorti traumatisé pour autant. Après, chacun sa sensibilité, bien évidemment, mais en règle générale. Là, pour le coup, celui-ci, clairement pas en première lecture horrifique. Je pense que, ouais, 15 ans, ado, c'est bien. C'est une lecture adolescente pour moi. Mais c'était sympa, c'était vraiment sympa, très prenant, bien dégueulasse comme on aime. Vraiment, ça m'allait. Aussi, je tiens à mentionner qu'il y a des trigger warnings dessus, des trigger warnings qui ne sont pas mentionnés, je crois, et qu'on ne nous fait pas comprendre au vu du résumé, donc je préfère vous le dire. Ouais, je regardais en début de livre, on nous les mentionne pas, et en fin de livre, je crois pas du tout. Non, pas du tout, donc on nous les mentionne pas. Pareil à l'arrière, en 4e de couverture, pas du tout non plus. On va avoir des trigger warnings sur viol, pédopornographie, des choses dégueulasse comme ça, en plus de la violence et de ce qui est gore, hein, je vous disais. Personnellement, c'est pas des sujets qui sont triggerants pour moi, donc ça l'a fait, ça y a pas eu de souci, et ça apporte justement de la profondeur à nos personnages que l'on apprend à connaître, que pour lesquels en plus le passé va être hyper important dans l'histoire, parce que leur passé va se retrouver mêlé avec ce qu'ils sont en train de vivre présentement, donc ça va être hyper intéressant. On va faire ressurgir des vieux démons pour tous nos personnages. Bref, hyper chouette. Ça m'a fait pas mal penser aux jeux de vidéo Until Dawn, je sais pas si vous connaissez, mais pareil, on va suivre un groupe d'ados qui sont partis en vacances dans un chalet, et le jeu commence où on va suivre un personnage qui va se retrouver à se perdre dans la forêt, dans la montagne en tout cas, et qui va décéder. Qui va se perdre et qui va décéder, qui va faire une chute mortelle, qui va décéder. Et la suite du jeu, du coup, se passe 1 an ou 2 ans plus tard pour célébrer la mort de cette personne. On a tous les autres amis de ce groupe qui se réunissent de nouveau pour essayer je sais pas, d'avoir une cohésion de groupe, je sais pas, c'est très bizarre. Mais bref, et on va suivre une ambiance très chelou parce qu'il y a quelque chose qui rôde dans cette montagne, et le but du jeu, de ce jeu vidéo de Until Dawn, c'est de faire survivre un maximum de nos ados parce que, bah, visiblement, c'est compliqué de les faire tous survivre. Pour vous dire, moi j'en ai fait survivre 3. Et je crois qu'ils sont 6 ou 7 au début. C'était pas facile. Mais ici, ça me faisait un petit peu penser à ça. On est dans cette ambiance, c'est pas forcément forêt, mais on est dans cette ambiance où il fait froid, c'est la neige partout, on est bloqué à cause de la neige, c'est la nuit. On est dans un huis clos, mais pareil, il y a des choses extérieures, on va avoir des hallucinations, enfin bref, il va se passer des choses pas chouettes. Et en tout cas, ça a été un bon roman pour moi. C'est pas le meilleur roman de ma vie, je suis pas la plus grande fan de trucs hyper gore, hyper frissonnants, donc c'est pas un coup de cœur pour moi, mais ça s'est bien lu. Et si vous avez, comme je vous disais, envie de vous faire frissonner, je pense que celui-ci, carrément, il peut faire l'affaire. Et je vous retrouve, on est dimanche 20 avril, il est 17h tout rond, et je vous retrouve pour refaire un petit point lecture, parce que j'ai pas mal lu ces derniers temps. Je suis actuellement en train de vous tourner un vlog où c'est pas un 7 jours 7 livres que je suis en train de faire, mais avec un objectif de beaucoup lire en peu de temps. Et donc bah du coup j'ai lu pas mal. Et là je vais vous faire noter de 3 livres lus, sachant que je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous prenais pour vous dire que j'avais terminé La Passerelle des damnés. J'ai terminé dans la semaine. Donc je suis contente, je carbure. Et j'ai tout d'abord fini par terminer
fini, ouais, t'as compris. Demigods Academy, le tome 4, c'est écrit par Elisa S. Amor et Kiara Legend, le tout publié aux éditions Hachette Roman. Il s'agit ici d'un service de presse. C'est donc un tome 4, donc je vais pas rentrer dans les détails de celui-ci, on a déjà 3 tomes qui sont sortis, donc l'histoire est déjà bien entamée. Juste ici, on retombe sur nos pattes après les événements du tome 3, sachant que le tome 3 terminait un petit peu une sorte de première trilogie, parce que c'est une saga en globalité qui comporte 12 tomes. Là, du coup, c'est le 4e, et qui sera un petit peu dispatché en 4 trilogies, donc la première trilogie... même si c'est une continuité, mais en gros arc en fait. Donc le premier arc qui est composé des 3 premiers tomes, c'est terminé avec un gros événement, quelque chose d'assez énorme qui s'est passé. Et là on reprend la suite, et c'est un tome de transition. Vraiment il se passe pas grand chose quoi. Concrètement, ici dans ce tome-là, on sent que ça prépare ce qui va arriver dans les tomes, j'imagine 5 et 6, pour former la seconde trilogie de cette saga au global. Mais à part nous dire, bon bah voilà, on fait l'état des lieux de ce qui s'est passé dans les 3 premiers tomes, de ce qu'il en est ressorti, dans quel état sont nos protagonistes, savoir les pertes qu'on a eues, ce qu'on a gagné, enfin bref, voilà, on fait l'état des lieux vraiment de ce qui s'est passé dans les 3 premiers tomes. On voit aussi que notre personnage principal, donc Mélanie ici présente, elle a été pas mal amochée psychologiquement suite aux événements du tome précédent, et donc elle va avoir un petit peu de mal à dépasser ça, à surpasser ça et à aller de l'avant, ce qui est normal, mais c'est un poil long, selon moi quand même. Et puis en fait il suffit d'un moment où bim, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de je vais un peu mieux, c'est je vais pas bien, ok je vais bien. Mais comme beaucoup de choses dans cette saga là, c'est quand même hyper expéditif sur pas mal de choses. Là ça a été le cas au niveau du switch qu'elle fait dans son cerveau pour outrepasser les résultats de cet événement du tome 3. Bon, c'était peut-être un poil trop rapide. Après, en fait, ça a été long où elle allait pas bien, et ensuite, bim, elle allait bien. Et c'était pas assez subtil, on va dire, dans l'allage mieux. Donc bon, un peu dommage. Et ouais, tout le reste du tome en fait c'était il y a quelque chose de bizarre qui se trame, je sens qu'il y a quelque chose de louche, vraiment on nous fait comprendre qu'il y a une ambiance qui est en train de s'amener, quelque chose qui ne devrait pas être comme ça mais qui l'est quand même. Donc comme je vous dis, ça prépare le terrain pour le tome suivant. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que vraiment c'est un bouquin, il fait 220 pages, ça a été l'histoire de quelques heures à tout péter. C'est des tomes qui se lisent hyper vite. Je suis un poil moins convaincue par la saga depuis le tome 3. Autant les 2 premiers tomes se voulaient jeunesse et c'était pas mal chouette. Dès le tome 3, on part sur du young adulte avec une scène de fesses, concrètement, et donc c'est quelque chose que j'avais pas forcément vu venir puisque les 2 premiers étaient jeunesse. Donc ça m'avait un petit peu laissé perplexe. Là, on sent que ça confirme la vibe young adulte que veut prendre la saga. Mais en même temps, bah, y a des codes un peu jeunesse, c'est un peu hybride, et du coup tu pourrais pas le recommander à de la jeunesse parce que bah, y a encore une fois ici une allusion au sexe, donc pas pour la jeunesse, et en même temps pour du young adulte c'est un peu compliqué parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui se passent très vite, qui sont pas forcément expliquées à fond, qui font très jeunesse, où on cherche juste à enchaîner les actions. Donc c'est un peu hybride, et j'ai l'impression qu'en étant hybride, ça convient pas forcément à ni l'un ni l'autre. Donc c'est un peu bizarre, mais j'aime beaucoup l'univers, je suis curieuse de savoir ce que c'est que ce truc louche qui se prépare. Donc je continue de les lire. Après, je pense honnêtement, hein, si je veux être complètement honnête avec vous, que si je ne les recevais pas de la part de la maison d'édition, gratuitement du coup en service de presse, je pense que je ne continuerai pas la saga. C'est clairement une saga que je continue parce que je sais que je ne paye pas les livres. Mais, ou alors peut-être que c'est le genre de saga que je continuerais si je pouvais trouver un lot à la fin, par exemple de tous les tomes en occasion, quelque chose comme ça. Mais ils sont proposés au prix de 12,90 €. Ouais, sur une saga de 12 tomes, c'est pas rien pour un livre qui se lit rapidement. J'avoue que bon, c'est peut-être pas la saga que je vous recommanderais à fond les ballons. Peut-être que Hachette Roman va me dire, bah, du coup, Marie, c'est pas ça le but du partenariat normalement. Oupsie, je suis honnête. mais ouais, j'aime bien, mais c'est un peu plaisir coupable en fait. C'était déjà le cas pour le tome 3. Ça se confirme, c'est plaisir coupable parce que je vais pas dire que je passe pas un bon moment de lecture, parce que si, je passe un bon moment de lecture, mais je pense que aussi je passe un bon moment parce que la lecture n'est pas trop longue. Si ça durait plus longtemps, ça serait trop long. Mais et je suis curieuse quand même de savoir ce qui se passe, mais j'ai pas un affect particulier pour la saga honnêtement. Le lendemain, donc, je crois que Demigods Academy, là je vous ai dit on est dimanche, je crois que Demigods je l'ai terminé vendredi, et du coup hier j'ai terminé 2 livres, et le premier c'était Un jeudi saveur chocolat, écrit par Michiko Oyama, et c'est publié aux éditions Nami. Il s'agit ici d'un cadeau d'anniversaire que l'on m'a offert, donc je suis très contente d'avoir enfin pu le découvrir, sachant que bah, il est pas bien gros, ça s'est lu très vite, parce qu'en plus la mise en page Nami, évidemment j'arrive sur une fin de chapitre, mais la mise en page Nami,
fait que ça se lit vite. Donc je l'ai dévoré en une journée, ça c'était pas trop souci. Ici on va, alors c'est vraiment assez typique de, je suis désolée, le changement de luminosité, vraiment il y a des nuages qui arrivent, qui Spartacus. Donc la luminosité est changeante, désolé. Mais donc ici, c'est très typique de la littérature contemporaine japonaise où on va avoir des chapitres assez courts et chaque chapitre est assez indépendant dans un sens où on va se centrer sur un personnage qui va d'une façon ou d'une autre interagir avec peut-être le personnage du chapitre précédent ou alors qui sont tous reliés par une chose, un personnage ou un lieu. Ici, c'est principalement le café Marble, du coup, qui est un café à Tokyo. Et donc on va suivre chapitre après chapitre des personnages qui ont leurs difficultés, qui ont leurs objectifs, qui sont à des stades différents de leur vie. Ça peut être des jeunes adultes, des lycéens, comme des personnes âgées qui fêtent leurs 50 ans de mariage. Enfin, vraiment, il y a de tout âge, de tout genre. Ça va autant se passer à Tokyo, autour de ce fameux café Marble, que à Sydney, autour d'un petit groupe de personnages qui vont interagir plus ou moins les uns avec les autres. Et on va comprendre que ces deux groupes de personnes sont... Enfin, des groupes en plus, c'est pas vraiment des groupes, parce qu'ils sont pas liés les uns entre les autres. C'est un moment A va avoir interagi mais juste avoir échangé quelques phrases avec B au supermarché par exemple. Donc donc le premier chapitre on va suivre A et le chapitre suivant va suivre B parce qu'ils ont échangé quelques mots et B en fait c'est le frère de C, donc le chapitre 3 va être sur C, ainsi de suite. On va avoir un fil conducteur qui est plus ou moins léger d'un chapitre à l'autre. On va comprendre au fur et à mesure que le groupe de personnes qui est basé à Tokyo qu'on va avoir suivi et le groupe de personnes qu'on va avoir suivi au fur et à mesure à Sydney sont liés par un dénominateur commun. Et c'est toute la beauté du récit ici, un récit que j'ai vraiment trouvé très très mignon. Il y a des personnages que j'ai trouvé plus attendrissants que d'autres, dans lesquels je me suis plus reconnue, avec des problématiques dans lesquelles je pouvais me retrouver. Par exemple, ce fameux couple qui fêtent leurs 50 ans de mariage, je me suis pas reconnue dedans parce que j'ai pas cette longévité de couple, j'ai pas cette longévité de vie au quotidien, mais ils sont mignons tous les deux, ils sont vraiment trop mignons et ça apporte une vision du couple, une vision aussi de la vie en commun qui est un peu nouvelle, ça permet de relativiser certaines choses, où on va aussi avoir par exemple une jeune mère qui se sent vite dépassée dans le fait de s'occuper de son enfant toute seule parce que le père est en déplacement, donc elle va se retrouver dépassée face à quelque chose d'assez ridicule et pourtant qui pour elle va devenir une montagne, et elle va remettre en question sa condition de maman, sa condition de femme dans le couple, sa condition de femme tout court. Bref, ça apporte plein de questionnements en fait, c'est des situations un petit peu plus ou moins basiques, plus ou moins quotidiennes, qui vont apporter des questionnements, qui vont amener à réfléchir sur qui on est, sur est-ce qu'on a des choses à améliorer, si on veut les améliorer, comment, quelles sont-elles. Enfin bref, c'était vraiment très très cool. J'aime beaucoup ce type de littérature japonaise contemporaine. On l'a beaucoup représenté hein, dans l'univers français des maisons d'édition, ce contemporain japonais. Et c'est une valeur sûre. J'avais déjà beaucoup aimé La bibliothèque des rêves secrets de l'autrice, que j'avais écouté pour le coup l'année dernière, je dirais, et que j'avais adoré. Bah écoutez, je confirme l'essai avec celui-ci. Et je suis très très curieuse de découvrir ses prochains écrits, sachant que je sais qu'il y a un lundi parfum matcha. Et je crois qu'elle en a écrit un autre qui est sorti aussi chez Nami, mais celui-ci je crois que c'est son deuxième. Il y a eu la bibliothèque des rêves secrets que j'ai déjà lu, du coup celui-ci, un lundi parfum matcha qui est dans la même vibe que celui-ci, et je crois qu'il y en a un quatrième dont j'ai complètement mangé le nom, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais donc ouais, j'ai bien envie de retourner découvrir un livre de l'autrice, parce qu'encore une fois ici ça a été un franc succès pour moi. Et le dernier livre que j'ai terminé aussi hier soir, vraiment j'ai enchaîné pour finir un jeudi saveur chocolat, et juste après j'ai terminé La malédiction du Cecil Hotel de Sonia Lu, publié chez Robert Laffont, parce que c'est notre lecture commune du mois d'avril, donc ça faisait un petit bout de temps, je l'ai commencé le 2 avril, je l'ai terminé hier 19 avril, voilà, je le fais durer dans le temps, mais il me restait 30 pages à lire pour le terminer, la dernière partie en fait, donc je me suis dit, bon bah écoute Marie, t'as terminé un livre, t'as pas envie de te lancer dans une nouvelle lecture, il te reste les 30 pages de celui-ci à lire, bah let's go, donc c'est chose faite, et ça a été une chouette lecture. Alors c'est très bizarre de parler de cette lecture, de faire un ressenti de lecture, parce que c'est plein de nouvelles en fait. Ici, donc on va voir, donc Sonia Lu, c'est une youtubeuse true crime, donc qui parle de faits divers sur sa chaîne YouTube, que je suis depuis des années, donc j'étais curieuse de découvrir son livre sur le Cecil Hotel. Cecil Hotel finalement que je connaissais très très peu, hein, honnêtement. Je connaissais deux noms, je savais qu'il y avait une saison de American Horror Story, donc celle de Hotel, qui était basée sur cet hôtel-ci, mais ça s'arrêtait là, sachant que j'ai jamais vu American Horror Story, parce que je suis une flippette.
Voilà. Donc vraiment, je connaissais des on-dit plus qu'autre chose. Donc ça m'a permis de découvrir un petit peu ce fameux hôtel, qui est donc un hôtel qui est basé à Los Angeles, qui serait réputé comme étant un hôtel un petit peu maudit, hanté, parce qu'il s'est passé énormément de choses pour un seul hôtel, vraiment pas chouette. Et c'est ce que va nous relater ici l'autrice en fait. On va alterner des chapitres qui vont être des chapitres comme type nouvelle, donc vraiment un chapitre par-ci par-là qui va être sur un thème très précis, qui va être juste sur ce 10 chapitres par exemple. Si je prends le chapitre 12, on va nous parler des suicides, empoisonnements et armes à feu qui ont eu lieu dans l'hôtel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. On va avoir un chapitre qui s'appelle Aux origines du mal. Donc j'imagine que je crois que c'est dans celui-ci qu'on nous parle de la construction de l'hôtel. Bref, donc on va avoir des chapitres qui sont des one-shot, on va dire, de chapitres, et d'autres chapitres qui vont se suivre les uns à la suite des autres parce qu'ils vont nous parler d'une personne en particulier. Donc que ça soit autant une victime qui a eu dans ce Cecil Hotel, soit d'un criminel. Ouais, les deux criminels. Les trois criminels qu'on nous cite ici sont tous les trois des hommes. Par exemple, pour ne citer que les deux plus connus, c'est Richard Ramirez et Jack Unterweger, qui étaient deux tueurs en série assez connus, si vous êtes un minimum intéressé par les tueurs en série, qui ont fait des choses affreuses et qui ont à un moment ou un autre résidé au Cecil Hotel. Donc il y a ce dénominateur commun, ce qui fait que l'autrice a décidé d'amener leur histoire et surtout d'amener leurs méfaits, leurs crimes ici, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec Sonia Lu, que ça soit autant dans ce livre que dans le reste de ses vidéos, c'est qu'elle met toujours les victimes en avant, elle ne glorifie jamais les tueurs en série ou les criminels, parce qu'il n'y a pas à glorifier des tueurs en série ou des criminels, vraiment jamais. Il n'y a rien de glorifiant dans ce qu'ils font, c'est abject, c'est tout. Donc elle met vraiment elle tient à mettre en avant les victimes, à faire en sorte qu'on se souvienne des victimes, et pas juste en tant que victime, mais en tant que personne, parce qu'avant d'être des victimes, c'était des personnes, et qu'on se souvienne de qui elles étaient, qu'on ne soit pas non plus biaisé sur les on-dit ou sur une légende qui peut s'être faite après leur décès, comme c'est le cas ici d'Elizabeth Short, qui a été par la suite connue comme étant le Dahlia Noir. C'est quand même un nom qui est plutôt connu, le Dahlia Noir, même dans la pop culture, parce qu'elle a été surnommée comme ça. Et en fait, la plupart du temps, quand on pense au Dahlia Noir, on pense à une jeune femme qui voulait devenir actrice, ou même que peut-être vous pensiez qu'elle était déjà actrice, qui était surtout prostituée pour essayer justement d'avoir assez de fonds pour vivre à Los Angeles. Tout ça est faux et archi faux, c'était absolument pas le personnage qu'elle était, mais c'est la légende qu'elle est devenue par la suite, et je trouve ça très bien parce que ici on a plusieurs chapitres du coup qui sont centrés sur Elizabeth Short, qui a plus ou moins eu un rapport avec le Cecil Hotel, pour ça qu'elle en parle ici, mais surtout elle permet de rappeler qui était Elizabeth Short, quelle était son histoire, et elle va nous parler de Elizabeth Short avant, qui elle était, du crime, du coup, de comment, une fois qu'elle a été victime d'un meurtre. Et elle va aussi amener par la suite plein de théories qui sont nées au fur et à mesure pour des différentes enquêtes qui ont été faites soit par la police, soit par des médias, soit par des enquêteurs particuliers. Bref, il y a eu énormément de théories par la suite, puisqu'on n'a jamais su qui avait tué Elizabeth Short. C'est encore un mystère non résolu. Donc elle a amené plein de théories. Donc je trouve ça intéressant parce que si vous êtes du genre à aimer vous faire votre propre théorie, vous pouvez vous le faire avec l'histoire d'Elizabeth Short, ou vous pouvez aussi vous baser sur les différentes théories qu'elle amène en vous disant « Ah mais oui, en même temps ça peut se tenir ». Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle apporte aussi son point de vue sans biaiser ce qu'elle raconte. Elle va à la fin, comme pour différentes théories par exemple, elle va apporter une ponctuation qui va faire comprendre qu'elle y croit pas vraiment, ou qu'au contraire ça semble le plus vraisemblable que celle qu'elle a exposée juste avant. Donc elle va amener son point de vue sans forcément le rendre poussif et faire en sorte qu'on soit biaisé nous aussi dans notre interprétation, s'il y a interprétation évidemment. Bref, j'aime beaucoup, je suis convaincue de toute façon de Sonia Lu, je la suis depuis des années, donc vraiment, si vous la connaissez et que vous la suivez sur YouTube, c'est dans la lignée de ce qu'elle peut déjà proposer sur la plateforme. Donc il n'y a pas de grande surprise. Mais ça a été une chouette lecture et je suis contente de l'avoir lu en lecture commune grâce au fait que vous l'ayez voté au sondage que je vous avais proposé en début de mois. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui avec les 3 dernières lectures. Et je vais donc couper ici pour retourner lire, pour bientôt vous faire un autre avis lecture, puisque ma lecture actuelle, il me reste 50 pages. Donc je reviens très rapidement pour un nouvel avis lecture. Et je vous reprends, on est lundi 21 mai, mais pas du tout, avril, on est lundi 21 avril, on est aujourd'hui le lundi de Pâques, donc c'est férié, et du coup je peux vous reprendre aujourd'hui dans la journée pour vous faire un petit avis lecture de nouveau, parce que j'ai 2 livres à vous présenter. Je crois que je vous prenais déjà hier pour vous faire un avis lecture sur 2 ou 3 bouquins, et là je vous reprends pour 2 livres, ça carbure de ouf en ce moment, parce que j'ai maximisé des livres courts, donc j'ai pu en lire beaucoup en peu de temps, et donc en fait c'est les 2 livres que je vais vous présenter, je les ai lus dans la journée d'hier.
Alors il y en a un, je l'ai terminé très tard, mais vraiment lu entièrement, commencé et fini dans la même journée, les deux. Je suis un peu fière quand même, je vais pas vous mentir, mais vous allez voir, c'est parce que c'est des livres relativement courts. Le premier que j'ai terminé, c'est la première intégrale du coup des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, publié ici chez Nathan. Et quand je dis la première intégrale, en gros j'ai lu l'équivalent du tome 3, puisque chaque intégrale de cette collection est composée de 3 tomes de la saga. Et du coup j'ai terminé le 3e tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc c'est quelque chose qui fait moins de 200 pages, donc en soi c'est quand même hyper court, et c'est de la jeunesse, donc ça se lit vite, ça se lit vite, c'est très aéré, bref, c'est un petit bonbon, je vous en ai déjà parlé moult de fois, donc je vais pas trop m'étendre dessus honnêtement, c'est le tome 3 en plus. Mais les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'ai déjà commencé à lire étant plus jeune, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, que je n'ai jamais terminée. Donc je l'ai reprise pour la lire dans son intégralité, à l'aube de mes 30 ans. Et donc j'en suis au tome 3 sur 13. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais là je me souviens, c'est encore relativement pas frais, parce que je vous dis, ça fait plus de 15 ans que je l'ai lu. Mais je me souviens bien, sachant que j'ai vu la série Netflix en plus qui est adaptée de la saga des orphelins Baudelaire. Donc ça me permet de rendre la chose un peu plus frais dans ma tête. Mais j'aime toujours autant l'humour de Lemony Snicket, qui encore une fois nous dépeint ici la triste vie des orphelins Baudelaire. Donc cette fratrie de 3 avec Violette, Klaus et Prunille qui, ma foi, vont de mésaventure en mésaventure. C'est toujours aussi bien écrit, c'est intelligent, c'est ludique, c'est pédagogique aussi sur certaines choses. L'auteur on sent que c'est jeunesse parce qu'on va nous apprendre des nouveaux mots ici qu'il va définir. Il va y avoir des jeux de mots qui sont hyper intéressants. C'est toujours un petit peu... C'est frustrant dans un sens parce qu'on sait que rien ne va se passer comme prévu et que la fin ne sera pas heureuse pour notre trio d'orphelins. Mais on le sait, l'auteur nous met en garde dès le début de chaque tome que si on a envie de lire quelque chose de joyeux, ce n'est pas ce livre-là et qu'il vaut mieux le reposer. Et oui, c'est ça, c'est pas joyeux, mais c'est très drôle. Vraiment, la plume de l'auteur, c'est la grande force. Son humour, c'est sa grande force. C'est sa grande force. J'aime beaucoup autant les personnages. C'est vraiment une très très bonne saga jeunesse. Et même, vous voyez, adulte, je prends un grand plaisir à le lire. Et vraiment, c'est une saga que je vous encourage grandement à découvrir ou à faire découvrir à des plus jeunes, parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement intelligent, il y a de l'aventure, il y a du retournement, ça s'enchaîne très vite après, hein, parce que comme je vous dis, on est sur des tomes qui font même pas 200 pages chacun, donc ça se lit hyper vite. En plus là, ces intégrales là, donc avec les 3 premiers tomes, c'est 18,90 €, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Franchement, je vous encourage grandement à découvrir les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. À chaque fois que j'y retourne, là ça a été le cas pour les 3 premiers tomes du coup de cette redécouverte, c'est un vrai plaisir d'y retourner. Donc écoutez, je vais continuer, j'ai la saga complète dans ces intégrales là dans ma palle maintenant. Donc je vais continuer d'avancer, ça serait bien que j'essaye de les terminer d'ici la fin de l'année, ça serait chouette, mais 10 tomes d'ici la fin de l'année, même s'ils se lisent hyper vite, peut-être pas, mais ouais, d'ici fin 2026, ça serait chouette parce que vraiment, qu'est-ce que c'est bon. Voilà, je m'étends pas plus sur les orphelins Baudelaire parce que j'ai pas grand chose à en dire à chaque fois, parce que c'est toujours ce que je trouve bon dans l'un, c'est ce que je trouve bon dans l'autre. Vraiment des tomes tellement courts que de toute façon, j'ai pas envie de trop décrire. Lisez les orphelins Baudelaire, vraiment, si vous avez envie de lire une saga jeunesse qui se dévore, qui est drôle. Et j'ai pas envie de rentrer plus dans le détail, juste foncez. Par contre, un autre livre que j'ai terminé hier, et là qui n'est pas du jeunesse, qui n'est pas une saga, c'est Et Viva la Vida de Sophie Jomain, publié aux éditions Charleston. C'est un tout petit livre, et lui pour le coup j'ai pu le lire entièrement hier parce que je l'ai écouté pendant que je faisais du coloriage. J'ai fait un coloriage entier hier, et du coup j'ai écouté un livre entier hier, donc je l'ai écouté sur Audible. C'est vraiment la plateforme d'écoute c'est la seule plateforme d'écoute que j'ai, j'ai plusieurs applications d'écoute sur mon téléphone, mais les autres je les utilise pas ou je les utilise plus. Et Audible, c'est la seule et l'unique pour moi. Je suis fidèle. Bref, et du coup, il était disponible sur Audible. Je me suis dit que ça serait parfait pendant que je fais mon coloriage mystère. Et effectivement, c'est super bien passé. Ici, on va suivre Marnie, qui est... Je sais même pas quel âge elle a, Marnie. On va dire qu'elle a 30-40 ans. Fin de trentaine, début de quarantaine, peut-être, à tout péter. Non, peut-être même... On va dire 35 ans. Il me semble que 35 ans, ça me paraît pas mal. Du coup, elle a un boulot posé, elle vit à Amiens, elle a son petit chéri, ils ont leur appart qui est plutôt bien placé. En soi, sa vie d'un point de vue extérieur peut sembler somme toute parfaite, mais Marnie a un gros problème dans sa vie, qui lui pourrit l'existence. Elle est en surpoids, elle est même d'un point de vue médical, elle est obèse, et ça lui pourrit l'existence parce que elle s'empêche de faire plein de choses. Elle a une image d'elle qui est vraiment
hyper dépréciative, elle ne s'aime pas, elle ne s'apprécie pas, elle est gênée de plein de choses, elle n'ose pas faire plein de choses parce que elle est grosse. Donc dans sa tête, quand on est grosse, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, vraiment elle s'empêche de vivre tellement de choses et du coup elle en souffre quoi, elle est malheureuse comme tout, Marnie, alors que d'un point de vue extérieur, elle aurait tout pour être heureuse, mais vraiment son image d'elle, sa non-appréciation de son corps, lui, pourrit la vie. Et elle va faire la rencontre de Fran. Fran qui est aussi une jeune femme qui doit avoir à peu près dans les mêmes âges que Marnie, et qui est plus grosse que Marnie, mais qui, Fran, à l'inverse de Marnie, accepte totalement son corps. Elle est totalement ok avec son obésité, elle prône le body positif, donc c'est-à-dire vraiment d'être en accord avec son corps, de pas se morfondre du fait d'être trop gros, trop maigre, parce que c'est le body positif et vraiment le fait d'être mal dans son corps, c'est pas forcément que pour les personnes en surpoids, c'est de ça dont on parle le plus, mais il y a aussi les personnes en sous-poids et le ressenti reste le même, enfin le fait de pas s'apprécier, qu'on soit en surpoids, en sous-poids ou même des fois qu'on fasse un poids qui soit catégorisé comme standard, ça ne change rien, la vision qu'on a de notre corps malheureusement c'est un gros combat je trouve. Bref, donc on a Fran qui elle au contraire est hyper ok avec son corps, qui qui croque la vie à pleines dents, qui apprécie plein de choses, qui se bloque de rien, elle a pas de honte comme Marnie peut en avoir, d'avoir honte de montrer telle partie de son corps, donc par exemple être en bikini 2 pièces, impossible pour Marnie, elle est toujours en train de cacher son ventre quand elle est assise, elle va mettre son sac sur ses genoux pour cacher son ventre, elle va toujours porter des hauts à manches longues pour cacher ses bras, mais en même temps elle va pas rajouter un gilet par exemple, parce que sinon ça la rendrait encore plus grosse en rajoutant une couche, enfin bref, c'est plein de petites choses comme ça auxquelles elle pense et qu'elle s'inflige un petit peu, parce que ça crée, n'empêche qu'une sorte de charge mentale inutile, et Fran elle a pas du tout ça, et Marnie et Fran vont se trouver toutes les deux et elles vont partir en road trip. Et durant ce road trip, Fran va donner à Marnie l'objectif de... elle a une liste, Marnie, qu'elle a faite de choses qu'elle s'empêche de vivre ou qu'elle aimerait vivre mais qu'elle ne fait pas. Et Fran va donner à Marnie l'objectif de compléter cette liste, de vraiment lâcher prise, d'apprécier son corps, de s'approprier son corps tel qu'il est et de ne plus le subir, mais vraiment habiter avec lui, genre être en cohabitation avec son corps. Et c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé, étant moi-même grosse, ça m'a beaucoup parlé sur tout le mal-être qu'a Marnie, vraiment je me suis reconnue sur énormément de points et ça a fait écho en moi. Et même si c'est pas un livre qui va forcément faire écho en moi maintenant, parce que je suis pas forcément dans cette mentalité-là actuellement, mais je sais que dans le futur, ça se trouve, ça sera dans 15 jours, dans 3 mois, dans 2 ans, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a certaines bribes de passages de ce livre qui vont me rester et auxquels je penserai encore, comme je vous dis, dans 2 semaines, 1 mois, 3 ans, j'en sais rien, mais qui me reviendront en tête parce qu'il y avait des réflexions qui étaient hyper intéressantes et qui, je pense qu'en tant que grosse, sont aussi appréciables à entendre, de pas juste se dire je suis grosse égale je suis moche, égale je ne peux pas faire ci, je suis grosse donc je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, ou alors je suis un hippopotame, parce que c'est un peu ce que la société nous fait comprendre, que si on n'est pas dans les standards, et comme je vous dis, hein, je parle de mon point de vue de grosse, mais j'imagine que pour les personnes en sous-poids c'est la même chose, c'est la même difficulté, à partir du moment où on sort des standards de toute façon, d'autant plus pour tout ce qui est esthétique, c'est encore plus dur, vraiment on se met la misère, à la limite je pense que nous-mêmes, en tant que personne en surpoids ou en sous-poids, c'est nous-mêmes qui nous mettons le plus la misère, au-delà du regard des autres qui, la plupart du temps, on a quand même un peu rien à carrer de nous. Donc bref, c'est un roman que j'ai trouvé hyper intéressant, hyper enjoué finalement, qui apporte vraiment un vachement d'optimisme par rapport à tout ça, donc ça c'était hyper cool. Petit point négatif, mais pas des moindres pour moi, cependant, et c'est aussi la raison du pourquoi j'ai du mal avec tout la vibe de body positif justement sur les réseaux, c'est-à-dire que le body positif, comme je vous dis, c'est le fait d'être en adéquation, en accord avec son corps, d'apprécier son corps et d'accepter qu'on ait ce corps-là, même si on a un corps qui sort des standards de beauté. Et là où j'ai du mal, c'est que, et c'est le cas ici dans ce bouquin, c'est que le body positif, je trouve qu'il est étriqué dans le sens où j'ai l'impression que si on dit, par exemple, aujourd'hui je vais me lancer sur les réseaux, et plus parler de littérature, mais parler de body positif, parce que je suis grosse, je suis petite, mais je suis grosse, et j'ai un corps du coup, je suis une baleine, enfin je suis pas une baleine, mais je suis une patate, je suis petite et ronde, je suis une petite patate, ok? Et tout d'un coup, j'ai envie de dire, écoutez, voilà, je suis fière d'être une patate, je revendique ma pataterie, je ne suis pas en collaboration avec la chaîne de restaurant, d'accord? Mais je revendique ma pataterie, et voilà, je suis ok avec mon corps, je me trouve jolie en étant une patate, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que si un jour,
J'ai plus envie d'être une patate. J'ai envie de devenir, je dirais pas une asperge parce que je serai jamais grande, ça, j'aurais beau faire tous les efforts du monde, ça sera compliqué, mais j'ai plus envie d'être une patate et j'ai envie de maigrir. J'ai envie, j'ai besoin aussi, ça peut être suite à des problèmes de santé, ou je maigris parce que j'ai une pathologie qui fait que d'un coup, je suis amenée à maigrir. Bref, je ne suis plus une patate et du coup, je ne peux plus prôner le body positif du surpoids parce que tout d'un coup, je vais maigrir, que ça soit de façon naturelle, que ça soit de façon suite à un traitement médical, bref, vous avez compris. Et à partir du moment où tu sors du standard de body positif que tu prônais, j'ai l'impression que tu peux te prendre des foudres et que c'est hyper mal vu en fait. C'est tout d'un coup, ah mais oui, mais jusqu'ici tu disais que c'était ok d'être gros, qu'on pouvait s'accepter comme on était, mais là voilà, tu perds du poids, donc est-ce que ça veut dire que tu n'acceptes plus qu'on soit gros, que ça y est, tu fais plus de body positive et finalement tu rentres dans les standards et j'ai du mal avec ça en fait, je trouve ça hyper culpabilisant, ça veut dire qu'une fois qu'on apprenait le body positif d'une morphologie et après c'est pas que forcément par rapport au poids, ça peut aussi par rapport le body positif, je sais pas, de personnes avec des grosses fesses ou avec des petites fesses, avec des petits seins, des gros seins, j'en sais rien, mais si on sort du standard de body positif qu'on prenait, on se prend les foudres et j'ai l'impression que c'est mal vu et c'est ici le cas dans le livre, je trouve, puisque Marnie, elle nous fait comprendre qu'elle essaye de perdre du poids. On nous le dit très rapidement, qu'elle essaye de perdre du poids, mais qu'elle n'y arrive pas. On nous dit pas comment, on nous dit pas ce qu'elle fait, on nous dit pas depuis combien de temps, mais on nous dit juste qu'elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Enfin. Et elle va être amenée à aller voir un nouveau gynéco, elle a un rendez-vous gynécologique, et c'est pas sa gynéco habituelle parce que, je sais plus, bref, elle est pas là, il ou elle n'est pas là, et c'est un remplaçant, donc c'est un gynéco qu'elle ne connaît pas, et donc elle est gênée, ce que je comprends, elle est gênée du coup de se mettre à poil, vous comprenez, gynéco, elle est gênée parce que ce gynéco va lui demander de se peser. Et du coup, elle va être obligée de faire face à son poids, de faire face à son corps. Et elle est gênée déjà, elle, par rapport à elle, mais elle est aussi gênée, elle, par rapport à lui. Et du coup, suite à la pesée, le gynéco va lui dire « Il faut perdre du poids si vous voulez avoir des enfants. » Et on va avoir que ce point de vue-là sur la possibilité d'une perte de poids quand on est gros, parce qu'elle est grosse et c'est pas un gros mot d'être gros, d'accord, on va avoir que ce point de vue-là sur la perte de poids par rapport à son obésité. Et donc c'est un point de vue qui est hyper mal, enfin, qui est pas hyper mal amené parce que c'est la réalité des choses, hein. Les professionnels de santé, quand on est gros, vont juste nous dire si tu perds du poids, la vie sera magique et t'auras plus aucun problème et tous tes problèmes de santé ou tous tes problèmes de toute la vie sont liés à ton poids. Oui et non, hein. Faut quand même relativiser les choses. Bref, donc on apporte un point de vue sur la perte de poids qui est hyper péjoratif en mode oui, c'est quelqu'un qui va juger, c'est quelqu'un qui va pas chercher à comprendre pourquoi elle est grosse, qui va pas y avoir de point de vue positif sur une possibilité de perte de poids. À aucun moment on va dire ok, c'est trop bien que tu t'acceptes comme étant grosse, ronde, appelez ça comme vous voulez, mais c'est trop bien que tu acceptes ton surpoids, que tu sois épanoui dans ton corps avec le corps que tu as actuellement, mais cela n'empêche pas que tu puisses perdre du poids si ça peut t'aider à être vraiment encore mieux, si ça peut t'aider à, parce qu'elle nous dit qu'elle est essoufflée, qu'elle a du mal à faire ceci, qu'elle a du mal à faire cela, c'est normal, elle est en surpoids, enfin toutes les personnes en surpoids, vous comprenez de quoi il s'agit. Donc la perte de poids, c'est pas non plus à oublier. Donc on va jamais aussi nous donner une alternative de possibilité de perte de poids sans forcément dire c'est absolument ça qu'il faut que tu fasses, mais en ouvrant cette brèche-là. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que c'est vraiment se cantonner dans j'accepte mon poids tel qu'il est, mais j'ai pas la possibilité de me dire que peut-être je pourrais en changer si je le veux ou si j'en ai besoin. Et je trouve ça dommage. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce bouquin, c'est déjà pas mal, mais ça reste un bon bouquin. C'est juste que je pense qu'il me permet aussi de faire écho sur mon point de vue du body positif. Alors ça se trouve vous en avez rien à faire, ça se trouve vous en carrez l'oignon et je comprends, mais ça me permettait de le poser ici. En tout cas voilà, c'était une chouette lecture pour moi, je suis contente, j'aime beaucoup la plume de Sophie Jomain que je trouve très fluide, qui n'est pas la plume révolutionnaire de l'année, mais qui à chaque fois se lit bien et en audio, c'était hyper appréciable, donc écoutez, c'était un combo gagnant et je suis contente de l'avoir lu. Et je vous reprends, nous sommes le 28 avril et je vous reprends parce que j'ai terminé 2 livres depuis la dernière fois que je vous ai pris. Alors ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas pris parce que le premier des 2 livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai terminé depuis une semaine je crois et j'ai tardé à vous le présenter, je suis désolée, donc ce sera peut-être un peu moins frais que les autres, mais en tout cas j'ai terminé du coup il y a peu Heartbreak Hotel. C'est un roman graphique qui est écrit et illustré par Nicole Ariana Beltramini et Agnese Innocente et le tout publié chez Comet. J'ai ici les preuves non corrigées qui m'avaient été données par mon amie Ama, je vous l'avais présenté du coup dans le book haul du mois de mars, je crois que c'était. Donc je l'ai lu puisque c'est un roman graphique, ça s'est lu, ma foi, relativement vite. C'était l'histoire de 1 heure ou 2, hein, je crois, et encore peut-être même pas 2 heures. Peut-être une grosse heure de lecture.
Donc ça s'est vite lu. Ici on va suivre, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, vous voyez c'est comme ça que je sais que ça fait longtemps que je l'ai lu parce que je ne me souviens plus des noms des personnages et j'ai pas de résumé à l'arrière. Ha 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 ha. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on va commencer par suivre une jeune fille, je crois qu'elle est lycéenne, qui est depuis un petit bout de temps amoureuse de sa meilleure amie, enfin d'une amie d'enfance qui est je pense sa meilleure amie. Et durant une soirée, elle va lui faire comprendre qu'elle est amoureuse d'elle justement, et son amie va l'embrasser. Et elle va partir parce qu'elle doit aller chercher quelque chose pour revenir par la suite dans la soirée. Sauf que cette amie va décéder et ne reviendra jamais. Et après avoir découvert ça, on va se retrouver catapulté avec notre personnage principal, donc celle-ci, dont je vais complètement oublier le nom, hein, je suis désolée, qui se retrouve dans sa chambre, mais pas exactement sa chambre mais modifiée de certaines façons. Et elle ne peut pas en sortir. Elle ne peut pas en sortir et elle revient le jour où l'accident s'est passé, le jour où il y a eu cette fameuse fête et le jour où tout a pété pour elle en fait. Et elle va revivre cette journée en boucle, encore et encore, elle ne peut pas sortir de chez elle. La seule chose qu'elle peut faire qui est en rapport avec l'extérieur, c'est d'envoyer des messages sur son téléphone portable et uniquement à l'amie dont elle était amoureuse. Et elle peut interagir avec une sorte de... Je crois que j'ai un dessin pour vous montrer. Hop, ce sorte de chat mécanique. Voilà, qui pourra parler avec elle, mais qui lui donnera quelques informations, mais qui restera extrêmement énigmatique sur ce qui se passe. Et du coup, on va avoir notre fameuse jeune fille qui va revivre encore et encore cette journée, jusqu'au jour où elle va pouvoir sortir de sa chambre et découvrir qu'en fait, c'est une chambre dans un hôtel et qu'il y a d'autres personnes qui sont confrontées aussi, qui font face à des événements importants et graves dans leur vie et qui ont aussi quelque chose à outrepasser et aller au-delà de ça. Et on va les rencontrer au fur et à mesure. Bref, c'est très énigmatique ce que je vous dis, mais en même temps, je vous avoue que pendant, allez, je dirais peut-être la première moitié du roman, enfin du roman graphique, je me suis demandé un petit peu quel était le but, quelle était l'idée de ce roman graphique, vers où il se dirigeait, parce que certes, on m'exposait ça, j'étais là, je comprends pas. Il n'y a pas d'histoire en soi au début, c'était juste, on nous exposait des faits, mais ça faisait pas une histoire, donc je comprenais pas forcément où ça voulait se mener. Et au fur et à mesure où on va, du coup, s'ouvrir à l'hôtel, on va découvrir d'autres personnages, on va découvrir d'autres problématiques. En fait, on va voir c'est comment surmonter des événements graves dans une vie, comment aussi, ouais c'est ça, c'est comment les surmonter, comment s'entraider, que ça soit par rapport au deuil, par rapport à du harcèlement, par rapport à de la tromperie, par rapport à plein de choses. Et c'était relativement joli, j'ai bien aimé, c'est pas le roman graphique de votre vie, hein, honnêtement, mais j'ai bien aimé, il y avait des... Les dessins étaient sympas, déjà, les dessins étaient sympas, alors c'est pas les meilleurs dessins de ma life non plus, mais j'ai bien aimé en soi. Je cherche une double page où les dessins sont un peu sympas, enfin ils sont un peu mémorables, par exemple, voilà. Ça spoil pas trop. Mais donc on va avancer là-dessus. C'est pas le roman graphique que je vais retenir dans ma vie. C'est pas le roman graphique que je me vois relire. Mais honnêtement, c'était une petite lecture sympa. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça met du baume au cœur. Il y a un peu d'humour aussi qui est sympa. Mais ça apprend à faire face à l'adversité, à se relever, à oser s'entraider, à se supporter les uns les autres. Enfin, genre vraiment pas se supporter en mode ah, je peux pas le supporter. Mais s'épauler les uns les autres. Enfin bref, il y a un beau message d'entraide que j'ai trouvé sympa. Et ouais, c'était mignon, c'était choupi. Après voilà, c'est pas la lecture de ma vie non plus. Et j'ai terminé par la suite un roman. Alors là, je l'ai terminé un petit peu plus récemment. Je crois que, je vous dis, on est lundi aujourd'hui, j'ai dû le terminer vendredi. Donc ça va, c'est pas trop loin. J'ai terminé La fille dont vous ne rêviez pas, écrit par Erika L. Sanchez. C'est publié ici aux éditions PAL. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition et je les en remercie. Il était sorti en grand format chez Ellipsis il y a 2 ans. Je ne l'avais absolument pas vu passer. Alors il n'était pas sorti avec le même titre. Je ne sais plus ce que c'était le titre complet en français à la base. C'était... Je ne suis pas la fille parfaite mexicaine dont vous rêviez, quelque chose comme ça. Le titre était plus long de base, la couverture était pas du tout la même, donc c'est pas forcément facile de s'y repérer. Je vous avoue que moi à la base, je pensais pas que c'était le même. D'après Livre Addict et d'après Goodreads, c'était compliqué aussi de lui faire comprendre que c'était les mêmes, mais c'est le même. Et du coup, ici, on va suivre notre jeune Julia qui a 15 ans, bientôt 16, et qui vient de perdre sa grande sœur, qui vient de décéder dans un accident de voiture. Sa grande sœur qui avait, alors je sais pas quel âge exactement, début de vingtaine. Du coup, sa grande sœur vient de décéder.
Et Julia, ça commence par ça commence par les funérailles de sa grande sœur. Et Julia, elle doit assumer le coup, bien que on comprend très rapidement que Julia et Olga, donc sa sœur, n'étaient pas proches du tout. Olga, elle était la petite fille parfaite, mais très secrète, qui semblait un peu gnangnan et pas intéressante honnêtement. On a l'impression qu'elle avait pas de passion dans la vie, elle avait pas réussi à faire de diplôme, elle était secrétaire médicale, un peu parce que c'était le seul truc qu'elle pouvait faire, mais pas par vocation. Donc elle avait pas l'air d'avoir de passion, elle avait vraiment pas l'air. Enfin, on sent surtout que, parce que tout est fait du prisme de Julia, on sent que Julia ne connaissait pas sa sœur en fait. Et Julia, elle se retrouve du coup fille unique maintenant dans une famille, du coup, des filles d'immigrés mexicains aux États-Unis, puisque ça se passe à Chicago. Elle est née aux États-Unis, donc elle est américaine dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, et elle côtoie du coup que des Mexicains parce qu'elle vit dans un quartier full d'émigrés mexicains. Ses parents sont très à la mexicaine, elle a une mère assez stricte et qui en plus fait le deuil de sa fille, un père complètement absent qui est là, mais qui fait office de tapisserie. Il travaille à l'usine, il rentre le soir et il regarde la télé et il n'est pas présent du tout, vraiment, il n'est pas là pour sa fille. Et la mère, au contraire, est très stricte, elle est là pour tout lui quadriller, et Julia a ce sentiment d'être emprisonnée dans sa vie en fait. Elle rêve de faire des études, d'aller à la fac, elle rêve de devenir écrivaine, donc pas un métier rassurant pour des parents, alors que sa mère ne lui souhaite que de travailler dans un bureau où il y a la clim, parce que visiblement c'est un critère de réussite un petit peu pour eux de ne pas aller à l'usine, parce que comme je vous dis, son père est à l'usine, sa mère est femme de ménage, eux tout ce qu'ils veulent c'est qu'elle ait un travail de bureau, qu'elle soit posée. Sauf que Julia veut pas un travail de bureau, elle a besoin d'être stimulée intellectuellement. On sent qu'elle est loin d'être bête comme Nana, mais qu'elle a besoin d'être stimulée, qu'elle a envie d'explorer, de connaître plus, et elle ne peut pas le faire dans sa vie actuellement, comme je vous dis, qui est extrêmement étriquée à son quartier. Elle connaît très peu sa ville, elle connaît très peu son pays, elle connaît rien du monde, et elle en souffre de ça, de se sentir prisonnière de sa vie. Et du coup, on va la suivre, voilà, suite au décès de sa sœur. En même temps, elle va découvrir assez rapidement que sa sœur était peut-être plus que ce qu'elle ne pensait qu'elle était, et que Olga, visiblement, avait toute une zone très secrète qu'elle ne partageait pas avec sa famille. Et donc, on va voir Julia qui va essayer de voir ce que c'est, comprendre ce que c'est, connaître sa sœur finalement, après sa mort, malheureusement. Et en même temps, Julia qui va essayer de sortir de cette prison qu'est sa vie, comme elle le considère. Au début, j'avais du mal, beaucoup de mal avec ce roman parce que Julia c'est une ado, hein, et elle est très bien écrite dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une ado qui a du mal à voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, qui ne pense qu'à elle, elle est très égoïste, très égocentrée, et c'est un petit peu, pas déstabilisant, mais c'est un petit peu saoulant par moments parce que, j'ai 30 ans quoi, donc, enfin bientôt 30 ans, donc je suis plus du tout dans cette mentalité là, mais finalement quand tu prends du recul tu te dis ouais mais est-ce qu'à son âge, donc il y a 15 ans, j'étais pas aussi insupportable à ne penser qu'à moi, à me dire moi je, ah si en vrai, hein, il y a grave moyen, donc elle est insupportable, mais en même temps, je ne peux que la comprendre. Elle a l'impression que ce qu'elle vit est insurmontable. Elle a du mal à communiquer parce que quand on est ado, on a l'impression, c'est de l'entrage, hein, on n'est plus un bébé, mais on n'est pas non plus un adulte. On a besoin d'être aidé, encore plus que quand on est adulte, on a besoin d'être aidé toute sa vie. Mais ado, on n'a pas les clés en main pour pouvoir faire sa vie tout seul encore. Donc on a besoin d'être aidé, mais en même temps on a cette envie de sortir du cadre familial. Donc elle est à cet âge charnière, Julia. Donc elle était extrêmement bien écrite, et on a ce petit mystère justement autour de qui était Olga finalement, que Julia va essayer de révéler, tout en essayant de se découvrir, enfin pas de se découvrir parce qu'elle sait très clairement qui elle est, ce qu'elle ne veut pas, mais en essayant de sortir, comme je vous dis, de son cadre familial. Bref, c'était un roman qui était hyper chouette. Il y a des trigger warnings qui sont indiqués au début du livre. Je vous invite franchement à les lire parce qu'il y en a quand même pas mal, et je sais que ça peut en toucher certains, donc je vous invite à les lire, mais vraiment pour moi ça a été un super chouette roman. Au début j'avais du mal comme je vous disais, puis après une fois que j'étais dedans, je l'ai enchaîné, ça c'est hyper bien lu, et c'est une vraie belle découverte que je vous invite à faire si vous avez envie de lire un roman contemporain comme ça. Quand je vous en ai parlé sur Twitch, vous me l'avez dit, et sachez que je me le suis dit aussi pendant ma lecture, sur pas mal de points. Il fait penser à Ma sœur est morte à Chicago de Naomi Hirahara, je crois que c'était, je crois que c'est chez 10-18, je vous en avais parlé il y a quelques mois, peut-être même l'année dernière, je l'avais lu, où pareil, ça se passe à Chicago, là on est par contre sur des descendants, pareil d'immigrés, mais japonais, donc rien à voir, où pareil, la grande sœur, on va avoir deux sœurs, la grande sœur va décéder soudainement, et la petite sœur va essayer d'élucider les causes de sa mort, qu'elle considère pas comme étant accidentelle, comme peut l'avoir établi la police, donc sur ça on va se retrouver, mais ici, vraiment finalement, la part de savoir qui était sa sœur,
Et qu'est-ce qu'elle cachait est là, mais en toile de fond, et sert finalement plus le fait de montrer que Julia cherche à s'émanciper, à sortir de ce cadre familial, et ça va beaucoup plus être centré sur Julia directement. C'est une approche différente, mais dans un contexte qui est assez proche de ce qu'on peut retrouver dans Ma sœur est morte à Chicago. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture que je ne peux que vous encourager à essayer de découvrir. Et je vous reprends pour le dernier rush de cette vidéo. Nous sommes le vendredi 2 mai. Oui, en mai, vous allez vous dire, mais dis donc, Marie, c'était pas les lectures du mois d'avril? Si, mais parce que la dernière lecture que j'ai envie de vous présenter, je l'ai terminée hier 1er mai, mais je vais pas tourner dans la foulée, donc déjà c'est pour ça que vous l'avez vendredi, et puis je l'ai vraiment fini jeudi 1er, donc je l'ai surtout lu en avril, donc ça compte comme une lecture d'avril, et comme ça m'arrange autant. Et il s'agit de Rewitched, c'est écrit par Lucy Jane Wood. Je l'ai ici en version anglaise, sachant qu'il va sortir pour vous la semaine prochaine, enfin vous me direz pour moi aussi vu que je tourne ce rush la veille de la sortie de la vidéo, mais il sort la semaine prochaine en français chez Calix avec une couverture différente. Si j'ai assez d'espace, je vous mettrai ici la couverture du livre en français. Mais donc ici, on va suivre notre jeune Belle, qui est le diminutif de Belladonna, qui est une jeune femme qui va tout juste avoir 30 ans, elle est à 29 jours, elle est à 29 ans et 363 jours quand l'histoire commence, quelque chose comme ça. Et c'est une sorcière depuis l'âge de ses 15 ans, elle vit à Londres, elle est libraire dans une petite librairie à laquelle elle tient beaucoup, mais dans laquelle son supérieur l'énerve énormément puisqu'il ne pense qu'au profit et il ne pense aucunement aux bienfaits de la littérature, même à la librairie en tant que telle, il pense qu'au profit, à faire plus d'argent, quitte à perdre et dénaturer la librairie telle qu'elle est. Donc elle n'est pas très heureuse au travail parce que justement elle a ce boss là, mais sinon donc comme je vous disais, surtout c'est une sorcière. Et donc à l'aube de ses 30 ans, elle va se retrouver, elle savait pas, mais elle va se retrouver à être obligée à assister à un procès auquel toutes les sorcières sont obligées d'assister pour leurs 30 ans, puisque ça marque la moitié de vie, on va dire, avec leur pouvoir, dans le sens où, comme je vous ai dit, elle a eu ses pouvoirs à 15 ans, donc de 0 à 15 ans dans l'histoire pensée par l'autrice ici, les sorcières n'ont pas de pouvoir, c'est à leurs 15 ans qu'elles ont leur pouvoir, et donc 15 ans plus tard, à leurs 30 ans, on fait un procès pour voir si ces sorcières sont méritantes d'avoir, sorcières et sorciers d'ailleurs à chaque fois, hein, c'est autant hommes que femmes, mais si ces sorcières-sorciers sont méritants pour obtenir, enfin pour garder leur pouvoir. Donc on va avoir un procès avec certaines scènes de vie qui vont être revues pour savoir si, oui, ici, Belle mérite de garder ses pouvoirs. Donc voilà, et vous vous imaginez bien que tout ne va pas se passer comme prévu au moment de son procès et que du coup, elle a très peur de perdre ses pouvoirs puisque effectivement ça lui pend au bout du nez. Je vais pas vous en dire plus, c'est déjà pas mal. Je crois que le résumé vous en laisse comprendre un peu plus, mais je trouve que c'est déjà, ça suffit à soi parce que ça vous plante le décor et après vous avez toutes les péripéties qui arrivent. Et ça c'est surprise parce que c'est quand même sympa. On est ici sur de la cozy fantasy, donc c'est pas des retournements de situation toutes les 4-5 pages. Il se passe pas des grandes révélations, bien que la révélation de fin, je m'en doutais. Honnêtement, je m'en doutais. Mais bon, quand même, quand elle arrive, je fais j'avais pas à deviner l'envergure et l'ampleur qu'elle pouvait avoir. Donc j'ai trouvé ça très cool. Belle, elle a beaucoup de mordants, elle est très drôle. Vraiment, pour moi, c'est le gros point positif de ce roman, c'est qu'il est très drôle. Nos personnages sont hyper drôles, qu'ils le veuillent ou non. Parce qu'on va avoir Belle qui vit en colocation du coup avec sa meilleure amie d'enfance qui s'appelle Ariane, et toutes les deux, elles ont une super dynamique, toutes les deux, elles se titillent pas mal. Et elles m'ont fait très rire parce que, comme je vous ai dit, Belle, durant le roman, donc très rapidement, elle a 30 ans, c'est le jour de ses 30 ans. Et sa meilleure amie, du coup, elle a 29 ans et quelques jours. Enfin, on comprend que elles ont même pas un an d'écart. Et du coup, sa meilleure amie la titille en mode alors la vieille, comment ça va? Comment ça fait d'avoir 30 ans? Alors que moi, encore dans la jeunesse de mes 20 ans. Et en fait, ça me fait très rire parce que c'était un peu la dynamique, je trouve, qu'on a avec ma meilleure amie, qui elle est de mars, donc elle a déjà ses 30 ans et moi je suis d'août, j'ai pas encore mes 30 ans. Et pareil, je suis du genre à beaucoup la titiller tous les ans à chaque fois en disant alors ma vieille, t'as déjà cet âge-là? Alors que moi, j'arrive que 5 mois plus tard. Franchement, on a 5 mois d'écart, c'est que dalle. Mais j'aime bien la titiller, donc je me suis retrouvée un peu dans ce roman, donc ça m'a fait rire. Et on va aussi avoir un love interest parce qu'il va y avoir une petite romance qui est pipou et qui est vraiment très loin en arrière-plan. Elle est là, mais c'est pas ça qui va porter le roman, loin de là. On est très centré sur Belle et comment elle va faire pour s'assurer de garder ses pouvoirs suite à son procès qui s'est pas très bien passé. Donc on va voir ce love interest qui est marrant parce que, enfin, il est marrant sans vouloir l'être. Il fait un peu qui est des plages, quoi, alors qu'il veut pas forcément renvoyer cette vibe là, mais il est toujours à côté, pas loin, mais à côté quand même. C'est très drôle, c'est très drôle. Et on va voir un papy aussi, un petit papy trop choupidou. Il est trop mignon, le papy, je l'ai trop aimé, il est si touchant. Ah là là, bref, vraiment, c'est de la bonne cozy fantasy, c'est mignon. Va y avoir quand même une histoire qui tient la route, on n'est pas juste là en train de se dire, oui, bon d'accord, factuellement c'est mignon, mais
Le fond, c'est quoi? Il y a un petit fond quand même qui est sympa. C'est pas, comme je vous dis, l'histoire qui est révolutionnaire. Mais j'ai dévoré ce bouquin, franchement, c'était trop chouette. Donc je ne peux que vous encourager à le découvrir en français. Même si je sais, et je le déplore avec vous, que c'est dommage que les éditions Calix maintenant ne proposent leurs livres que en relié. Pour leur one-shot, pour les sagas qu'ils avaient déjà commencé à embrocher, je crois qu'ils les continuent à embrocher aussi. Mais à partir de maintenant, toutes les nouveautés qu'ils font ne sont disponibles que en relié. Donc ça vous fait un livre quand même qui est aux alentours de 30 €. Alors il est très beau, hein. La couverture est totalement différente, avec un jaspage de patati patata. Il n'y a pas de souci, il est très beau le livre, même si je trouve qu'il renvoie moins le côté cosy que cette couverture anglaise, ce que je trouve un poil dommage, parce que je préfère cette couverture là honnêtement. Mais ça après c'est mon avis. Mais ouais, quasiment 30 balles pour un bouquin, sachant que je crois que je l'ai payé quelque chose comme l'équivalent de 15 € parce que je l'avais acheté à Londres celui-ci. Mais avec la conversion, sachant que j'avais une remise dessus, je crois que je l'ai payé l'équivalent de 15 €, donc moitié moins cher. Ouais, mais il vaut le coup. Ça, par contre, je peux pas lui enlever ça. Il vaut vraiment le coup. C'était une très chouette lecture. Donc, si jamais vous avez l'occasion de pouvoir vous le procurer, que ça soit, vous avez les moyens dans ce cas-là, aucun souci, il n'y a pas de problème. Ou que vous le preniez en occasion, ou qu'on vous le prête, ou alors que vous l'empruntiez en médiathèque ou bibliothèque, tout ça. Bref, franchement, je vous encourage à découvrir. C'était hyper chouette. C'en est donc tout pour mes avis d'avril. Et ça a été un super mois. Vous avez vu, je vous ai présenté pas mal de livres. Je suis trop contente, franchement. J'ai hyper bien lu sur le mois d'avril. Je crois que c'est 11 bouquins que je vous ai présentés. Papa, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, je suis hyper contente. Donc, c'est trop cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés. S'il y en a certains qui vous intéressent, dites-moi tout ça en commentaire. J'adore papoter avec vous à chaque fois. C'est trop cool. Et du coup, si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien, écoutez, je vous invite à mettre des chats. Parce qu'on a un chat sur la couverture des Rewitched. En plus, je crois qu'il est encore plus important sur la couverture française. Alors que, en vrai... il est anecdotique dans l'histoire, vraiment, il méritait pas une aussi grosse place sur la couverture, mais il s'appelle Jinx, si jamais, j'ai trouvé ça très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des chats, puis même, en fait, même si vous savez quoi mettre en commentaire, mettez des chats, j'adore les chats, surtout le mien, même s'il est en train de ronfler comme il faut, font les ballons là en ce moment. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram, Discord ou TikTok, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, et à une toute prochaine. Bye bye.